L'éducation entrepreneuriale consciente développe dès le plus jeune âge une culture de l'apprentissage autonome qui rend le jeune heureux d'apprendre à apprendre, à s'entreprendre, à entreprendre et à innover. Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Patrick Pierrard et j'ai le bonheur d'accueillir aujourd'hui Corinne Germain, qui est conseillère pédagogique au Centre de services des découvreurs, qui a été également récipiendaire en 2019 du prix du secrétariat à la jeunesse à titre d'intervenante en entrepreneuriat. Bonjour Corinne. Bonjour Patrick. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Puis si tu veux, on va commencer par la question rituelle. Si tu étais un personnage de fiction ou un personnage célèbre, qui choisirais-tu et pourquoi? D'abord, nous autres, chez moi, on est pas mal des fans de films de super-héros. Puis, d'emblée, c'est Wonder Woman qui me vient en tête parce que pour mes 40 ans, mon chum m'a vraiment comparé à Wonder Woman sur divers plans. Puis, dans mon entourage, aussitôt que... en fait, je suis entourée de femmes exceptionnelles et j'ai toujours le réflexe de leur envoyer un emoji de Wonder Woman pour leur dire « Vous êtes capable ». C'est un symbole de pouvoir féminin, de se dépasser, puis aussi de justice sociale. Donc, je dirais Wonder Woman. Alors voilà des valeurs qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat éducatif. Hein, tu es conseillère pédagogique en entrepreneuriat éducatif. Comment ça a commencé ton expérience de conseillère pédagogique en entrepreneuriat éducatif? Raconte-nous un petit peu tes débuts. C'est très drôle comme histoire parce que moi, je suis une prof d'éthique à la base. J'ai étudié en développement de la personne. Et puis, quand on m'a donné ce dossier-là au service éducatif, j'étais étonnée. Je me suis dit que mes patrons ne devaient pas trop me connaître pour me donner un dossier en entrepreneuriat parce que, comme beaucoup de personnes, je pensais qu'on faisait des petits entrepreneurs puis qu'il y avait un côté mercantile d'associer à ça. Alors, quand on m'a donné ce dossier-là, il a fallu que je trouve mes repères puis que je comprenne. Et justement, j'ai eu, à un moment donné, une révélation sur ce que c'était le développement de l'esprit d'entreprendre grâce à Jean-Sébastien Reid, justement. Oui. Puis, ça m'a permis vraiment de redécouvrir ma vocation en éducation parce qu'en fait, l'entrepreneuriat scolaire, c'est du développement de la personne. On apprend aux jeunes à découvrir leur propre potentiel et leur pouvoir d'agir, à développer des qualités qui vont leur être utiles pour la vie, pour réaliser leurs projets, puis ultimement leurs rêves. Donc, ça a démarré comme ça, en recevant un dossier et finalement, j'ai déployé mes ailes à travers ce dossier-là et j'ai beaucoup de plaisir. C'est vraiment important ce que tu viens de dire, hein? C'est que l'entrepreneuriat éducatif, enfin, c'est le développement de la personne et non pas les aspects entrepreneurship qu'on pourrait dire. Hein? Qu'est-ce que les jeunes qui vivent des expériences entrepreneuriales à l'école apprennent? Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Qu'est-ce qu'ils développent? En fait, c'est très varié. Quand on peut inscrire... en fait, l'objectif, je pense, pour des enseignants, lorsqu'on est en classe, c'est de permettre aux élèves de développer leurs apprentissages disciplinaires en contexte authentique, c'est-à-dire dans un projet qui va leur permettre de développer leurs compétences en français en écrivant une lettre de commandite, par exemple, ou des mathématiques en faisant un budget. Et au-delà de ça, bien sûr, on a toutes les valeurs, les qualités, les compétences entrepreneuriales qui permettent aux jeunes d'apprendre à s'investir dans un projet, à mener à terme un projet, qui est une compétence qu'on retrouve dès le préscolaire. Et donc, aussi, il y a la créativité, le travail d'équipe, la persévérance, la confiance en soi. Donc, c'est des qualités qui rejoignent les compétences du 21e siècle et pour lesquelles les employeurs vont sélectionner des employés en fonction de qualités qui vont leur être utiles aussi. Donc, je pense que pour les jeunes, on les prépare au marché du travail, on les prépare à être des citoyens actifs dans leur communauté, puis à faire une différence positive autour d'eux. Tu as parlé de contexte authentique. Hein? Les projets entrepreneuriaux, dans le fond, à quoi ça ressemble dans les écoles que tu accompagnes? Un projet entrepreneurial, on va partir d'un besoin réel. Donc, ça peut être un produit, un service ou un événement
qui répond à une demande de la communauté. Ça peut être notre communauté école, ça peut être la ville, ça peut être la province ou même le monde. Oui. On a des projets entrepreneuriaux où les élèves vont collaborer à faire des puits dans certains pays où il manque d'eau. On a des projets entrepreneuriaux qui vont être de donner des cours de danse par des élèves de 6e année à des élèves plus jeunes. Il y a des projets où on va aller donner des cadeaux pour briser l'isolement des personnes âgées dans le temps des fêtes ou même dans la pandémie. Ça a été extraordinaire, l'entrepreneuriat qui a continué de vivre malgré l'isolement qu'on a pu subir et comment les projets ont continué d'allumer une étincelle dans les yeux des enfants qui participaient à des projets, mais aussi des personnes de la communauté qui recevaient les services, les produits ou qui pouvaient participer à des événements dans différents contextes. Donc. Oui, très, très, très important. La communauté, hein, c'est essentiel dans les projets entrepreneuriaux parce que comme c'est authentique, il faut qu'il y ait une communauté qui ne soit pas nécessairement les élèves eux-mêmes qui font le projet. Hein. Les projets entrepreneuriaux, ce n'est pas fait pour les propres élèves qui le font. Exact. Dans le fond, un projet entrepreneurial doit, je dis toujours, donner au suivant. Alors, par exemple, si on ramasse des fonds, ça va être peut-être pour aider un organisme, aider des personnes plus démunies de notre société. Alors, souvent, c'est un élément déclencheur, d'ailleurs, qui va faire que les élèves vont s'impliquer dans un projet. Si un enseignant présente une capsule vidéo ou lit un élément de l'actualité avec les jeunes, bien, ça va les sensibiliser à des besoins, à des enjeux sociaux. Puis les jeunes, souvent, l'engagement citoyen part de là. Ils ont envie de s'impliquer dans un projet. Et puis l'enseignant, moi, je dis toujours, un projet entrepreneurial, on sait où est-ce que ça commence, mais on ne sait jamais jusqu'où ça va se rendre puis comment ça va se terminer parce qu'on laisse le pouvoir aux jeunes. Donc, c'est ça la beauté du projet. Oui, c'est ça. Tu as laissé le pouvoir aux jeunes. Ça, c'est vraiment fondamental. Et je pense que c'est une des choses les plus difficiles que les enseignants rencontrent dans l'application de la pédagogie entrepreneuriale, c'est que laisser le pouvoir aux jeunes en classe, c'est pas quelque chose que les profs sont habitués à faire, n'est-ce pas? Et je peux en parler pour ma propre expérience. En fait, c'est le changement de posture dans l'accompagnement entrepreneurial. C'est d'amener les jeunes à prendre les décisions, pas juste à faire les actions. Parce que moi, je dis toujours, quand on est enseignant, on voit le projet du début à la fin, on a déjà notre échéancier, on le planifie, on est habitué. On est excellent pour ça. Les enseignants, oui, c'est ça. Les enseignants, c'est des entrepreneurs aussi là, dans leur classe. Donc, ils gèrent bien les ressources humaines, etc. Absolument. Mais là, c'est comme le changement de posture les amène à, OK, là, c'est correct comme enseignant de savoir où est-ce qu'on s'en va pour le projet, mais il faut vraiment avoir la flexibilité de laisser les élèves décider. On peut aussi utiliser la ruse pédagogique où on les questionne pour les amener un peu où on veut pour démarrer le projet puis s'assurer que ce sont les élèves qui vont accoucher du projet. Je dis ça, là, mais parce que pour moi, l'art de la maïeutique de Socrate, quand j'étais à l'université, je m'étais associée à lui pour parler de comment on fait pour accompagner les élèves. Puis l'apprentissage est beaucoup plus profond quand ils le vivent et ils peuvent choisir et avoir... Fait que donc, en posant les bonnes questions, ultimement, on arrive à les amener un peu vers où on veut dans le projet parce que nous avons l'expérience. Mais les élèves, il faut les questionner. OK, alors on les fait voter, on leur pose des questions sur les ressources qu'on va avoir besoin. Est-ce qu'on pourrait faire des comités? Quel genre de comité? C'est quoi un échéancier? Pouvez-vous donner des dates à peu près pour savoir quand on pourrait réaliser le projet, à quelle étape, à quel moment? Puis là, on les fait réfléchir et c'est eux qui vont vraiment décider de chacune des étapes et on peut les faire voter également, donc pour s'assurer que ça soit démocratique et de l'engagement de tout le monde. Puis quand on sait que tous les élèves s'impliquent dans le projet parce qu'ils l'ont choisi, le facteur de motivation est beaucoup plus grand. Il est vraiment quintuplé ou centuplé, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est clair que le pouvoir d'engagement est là. Et quand tu parlais de ruse pédagogique, hein, l'art de guider les élèves, ça fait partie de la posture entrepreneuriale de l'enseignant qui fait de l'éducation entrepreneuriale dans sa classe, hein, parce que c'est vraiment un art d'être capable de guider sans commander ou sans... obliger ou ainsi de suite. Hein? C'est ça. On ne veut pas que les élèves soient exécutants des tâches d'un adulte.
On veut que les tâches aient été décidées par les élèves eux-mêmes. Et pour ça, bien, ça prend un bon guide pour les questionner puis les faire réfléchir et proposer des idées, mais ces idées-là vont venir des élèves. Puis, il faut penser que cette posture-là permet à l'élève de développer sa confiance, de comprendre qu'il y a un pouvoir d'agir, que ses idées sont bonnes. Et tout ça qu'on construit dans ces êtres humains-là, c'est nos leaders de demain. Si on encourage ça dès le plus jeune âge, on sait que ces jeunes vont devenir des citoyens qui vont possiblement avoir le goût de s'impliquer dans la communauté puis dire « Hey, c'est possible! » Puis on avait déjà demandé de l'aide pour des commandites, puis les gens avaient dit « Oui, je vais essayer encore pour ce projet-là, voir si ça fonctionne. » Et ça fonctionne. Et ça, indépendamment des résultats académiques, dans le sens où les élèves qui participent à un projet entrepreneurial ont tous les chances de développer ces qualités, ce leadership, tout ce qu'on retrouve dans le profil de sortie, notamment, qui vient nous indiquer, plus on fait de l'entrepreneuriat éducatif, plus on va développer justement des qualités, des habiletés, etc. J'adore que tu amènes ça, Patrick, parce que quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est vraiment une façon pour les élèves de se valoriser en dehors du cadre scolaire. Quand on parle de faire des projets entrepreneuriaux, on a pour que ce soit des élèves qui ont de la difficulté à l'école, qui peuvent s'impliquer dans un projet et se valoriser, ou des élèves même qui sont doués, qui ont de la douance et qu'on a besoin d'occuper parce qu'ils sont vraiment avancés dans leurs apprentissages académiques. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ces élèves-là? On peut les impliquer dans un projet et là, ils vont se découvrir aussi des qualités. Donc, on a vraiment les deux pendants. On a autant des élèves qui ont des difficultés, des élèves qui sont doués, des élèves en adaptation scolaire, les élèves en francisation. Quand on les implique dans des projets entrepreneuriaux, ça les permet vraiment d'apprendre en contexte authentique le langage du commun, du matériel, des outils. On fait des potagers hydroponiques dans mon centre de service scolaire. Donc, les élèves apprennent le vocabulaire associé à ça. C'est très intéressant. De découvrir la communauté dans le cadre des élèves en francisation. Oui, absolument. La culture. C'est très riche. Donc, l'entrepreneuriat, ça permet de décloisonner aussi certains apprentissages, les élèves dans certains programmes pour justement s'ouvrir là, sur la communauté. Tout à fait. C'est vraiment intéressant parce que ça, comme tu dis, c'est une ouverture sur le monde, une ouverture sur apprendre autrement, également utiliser des apprentissages académiques, comme tu disais tantôt en français ou n'importe quoi, pour des fins pratiques utiles. Donc, on sait pourquoi on fait des mathématiques, parce qu'on a besoin de faire un budget. On sait pourquoi on fait du français, on a besoin d'écrire une lettre, et ainsi de suite. Ce sont des petits exemples. Là. Ça peut être beaucoup plus complexe que ça. Puis même au niveau du domaine des arts, les enseignants d'art, souvent, quand on parle d'entrepreneuriat, se sentent moins interpellés. Et pourtant, organiser une exposition, organiser un spectacle de théâtre, moi, quand j'enseignais le théâtre, j'ai fait de l'entrepreneuriat sans le savoir parce que mes élèves étaient responsables de tous les comités, de l'écriture. J'étais pas au courant à ce moment-là qu'il y avait des concours pour ça, pour l'esprit d'entreprendre, et j'étais directement dedans. Donc, que ça soit art plastique, art dramatique, art théâtral. Une autre discipline aussi très, très intéressante, c'est les langues. Parce que ça soit en anglais, en espagnol, les élèves, les enseignants ont une flexibilité pédagogique dans ces matières-là. Et donc, les élèves ont des opportunités de travailler en projet. Mais à la place de les faire travailler sur des projets fictifs, pourquoi ne pas les engager dans des projets communautaires? Et ça, c'est vraiment une piste intéressante où, dans mon centre de service, il y a beaucoup d'enseignants qui commencent à embarquer, justement. Absolument. Donc, c'est très intéressant. Ça ne devrait plus exister des projets fictifs, dans le fond. Pourquoi faire des projets fictifs alors qu'on peut faire des projets authentiques avec toute la plus-value qui s'ajoute à ça? Ce qui arrive, c'est que les enseignants, parfois, ils pensent qu'un projet entrepreneurial va leur demander plus de temps, plus d'énergie qu'un projet fictif qui pourrait se vivre. Oui, exactement, qui pourrait se vivre dans la classe et dans un cadre très précis. Alors, moi, ce que j'ai à leur dire, c'est que si le projet entrepreneurial est trop pesant et trop lourd dans vos responsabilités, c'est que le projet n'est pas assez entrepreneurial. Ah, c'est intéressant, ça explique ce que tu veux dire par là. Le projet, en fait, doit être mené par les élèves et il faut accepter aussi comme enseignant que tout ne sera pas parfait. C'est pas notre projet.
C'est le projet des élèves. Alors, la couleur et aussi, je vous dirais, une autre clé, c'est d'aller chercher des gens de la communauté pour nous aider à réaliser ce projet-là. Parce qu'auprès des parents, on a des compétences extraordinaires à aller chercher, des apprentissages que nos élèves peuvent faire. Moi, je propose à mes enseignants de créer un bottin des compétences des parents et grands-parents Tellement autour important. d'eux. Exact. Absolument. Et si on a ces compétences-là, puis on a des gens qui sont prêts à donner du temps bénévole, bien là, on regarde dans notre bottin, puis on dit « Ah, il y a quelqu'un en infographie, c'est donc bien le fun. On a une grand-mère qui coud, elle pourrait venir aider les élèves pour notre projet. » Donc là, on s'enlève du poids comme enseignant et la responsabilité de la réalisation du projet, c'est vraiment celle des élèves qui vont apprendre à gérer leurs ressources aussi autour d'eux, leur temps. Puis, s'il y a un manque de temps en classe, bien, ils vont devoir investir en dehors de l'école, mais ce n'est pas nécessairement sur le dos de l'enseignant que tout ça doit se faire. Absolument, absolument. C'est vraiment important et ça nous ramène à la posture enseignante, entrepreneuriale des enseignants qui justement, doit comporter du lâcher-prise sur la qualité du produit fini. Ce n'est pas important, la qualité du produit fini. Ce qu'on cherche, c'est le processus dans lequel les élèves vont développer justement toutes ces qualités, tous ces éléments importants. C'est vraiment très, très, très important. Parlons un petit peu de la communauté, des partenaires. Est-ce que c'est important dans l'éducation entrepreneuriale? C'est incontournable. Nous, Découvreurs en action au Centre de services scolaires, c'est notre identité entrepreneuriale, c'est le comité, c'est les partenariats avec la communauté. Donc, pour qu'on puisse offrir une offre de service très riche, les partenaires sont essentiels. J'ai bien compris quand j'ai reçu ce dossier que pour accompagner les milieux, il y avait 1001 possibilités et je ne pouvais pas faire ça toute seule. Donc, je recevais des offres de services d'organismes, mais je ne comprenais pas trop au début. Puis probablement, comme beaucoup d'enseignants ou d'écoles qui reçoivent des courriels d'organismes qui offrent des services, on ne comprend pas, c'est pas clair. Oui. Souvent, ça reste lettre morte justement à cause de ça. Oui, puis il y en a beaucoup. On en reçoit beaucoup. Ben voilà, et voilà, on dit la même chose. Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris le temps de m'asseoir avec ces différents organismes-là pour voir quelle est concrètement leur offre de service. Et là, c'était merveilleux parce que j'ai compris que les carrefours jeunesse-emploi qu'on retrouve partout au Québec, dans les différentes régions, sont financés par le secrétariat à la jeunesse pour accompagner sur le terrain, dans nos écoles, des projets entrepreneuriaux au deuxième cycle du secondaire. Alors, c'est merveilleux parce que c'est ce qu'on veut du jus de bras, comme on dit. Ben oui, bien sûr, on n'en a jamais trop de ça. Exactement. Puis ça peut dégager aussi nos intervenants scolaires ou les enseignants pour avoir de l'aide. Et nous, au Découvreurs, c'est notre Carrefour Jeunesse-Emploi, c'est Option Travail, qui est vraiment un partenaire de choix, c'est l'extension de notre organisation pour accompagner les projets sur le terrain parce que je ne pourrais pas accompagner autant de projets. Il faut dire que tu es conseillère pédagogique pour l'ensemble des écoles du centre de services scolaires. Il y en a combien? 25, je pense? Oui, on est 25 écoles au Découvreur. Donc, on a 4 écoles secondaires, un centre d'éducation des adultes et plusieurs écoles. Ça fait pas mal pour une seule personne. Oui, exactement. Alors, c'est pour ça que d'avoir de l'aide des organismes, c'est vraiment extraordinaire. Et au Carrefour Jeunesse-Emploi, moi, c'est Cassandra Buis qui est ma complice pour travailler et accompagner les projets sur le terrain. Et on se fait différentes rencontres dans l'année pour planifier et organiser tout ça. Je l'ai aussi présenté aux directions d'école lors des tables du secondaire et du primaire pour qu'on puisse démystifier c'est qui cet organisme-là, c'est qui la personne qui travaille là puis qui peut accompagner nos milieux. Tout est une question de relation aussi des fois pour que connaître les personnes, hein, ça fait toute la différence. Donc, pour ouvrir les portes, et dans mes autres partenaires, j'ai FSA ULaval, qui est la Faculté des sciences de l'administration. Je collabore avec Louis-Thomas Drapeau depuis plusieurs années pour justement faire des activités à l'université comme de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Nous avons Futur Leader, qui est une journée étudiante d'un jour où les élèves viennent à la faculté, vivent des cours à l'université et visiter la faculté, voir assister à des conférences. C'est très riche à chaque année et on fait ça en collaboration avec les conseillers d'orientation également. Bien sûr, bien sûr. Oui. On a comme partenaire aussi le CQCM, qui est le Conseil québécois de la coopération de la mutualité. Eux aussi, ils ont des
des agents dans toutes les régions du Québec et pour faire des projets qui sont des jeunes coop, on passe par eux. Donc, c'est du financement supplémentaire et on s'assure que nos élèves ont une approche démocratique là, pour faire des votes justement dans les projets, comme je disais tout à l'heure. Et un nouveau partenaire qu'on a cette année, en fait, avec qui on a toujours collaboré, mais qui développe une nouvelle offre de service aux découvreurs, c'est JIA Québec, qui est un organisme qui fait des projets entrepreneuriaux de façon plus générale, plus mercantile, on pourrait dire, avec une approche plus traditionnelle. Oui. Donc, moi, ça m'intéressait moins au départ, mais là, on a trouvé notre filon pour accompagner des projets entrepreneuriaux au primaire dans le développement de l'esprit d'entreprendre. Donc, il y a une offre de service qui est unique et en projet pilote pour la prochaine année scolaire. Ça correspond à l'approche éducative en entrepreneuriat. Oui, alors ça, c'est un nouveau partenariat qui va être très riche et qui répond à un trou de service aussi parce que, comme je le disais tout à l'heure, le secrétariat à la jeunesse finance pour des projets l'accompagnement au 2e cycle du secondaire. Alors, on a besoin de l'accompagnement aussi au primaire avec nos plus jeunes parce que si on veut que le développement de l'esprit d'entreprendre et que le réflexe entrepreneurial soit développé chez nos jeunes quand ils arrivent sur le marché du travail, plus on commence tôt, plus qu'on s'assure une certaine fluidité, compréhension de ce réflexe entrepreneurial-là, puis que ça se réalise pour vrai rendu au cégep puis à l'université. Mais je vais te laisser terminer les partenariats parce que j'ai une autre question qui me brûle les lèvres déjà. Parfait. Donc, mon dernier partenaire, et non le moindre, c'est l'agriculteur urbain, qui est pour tout ce qui est en lien avec le développement durable, les potagers scolaires, l'hydroponie. Ouais. Au Découvreur, on a 14 potagers hydroponiques et on a plusieurs écoles qui ont des potagers extérieurs. L'avantage d'avoir des potagers hydroponiques, c'est qu'on peut travailler à l'année longue pour faire de l'agriculture. Et l'agriculteur urbain, c'est Rémi Carrier qui vient accompagner nos écoles avec des ateliers toujours adaptés, que ce soit pour les élèves autistes, des élèves en langue, des élèves en francisation. Donc, il y a toujours la bonne façon de s'adapter avec nos jeunes. Puis, c'est un entrepreneur qui est visionnaire aussi, puis ça permet vraiment à notre milieu de penser et réfléchir plus loin que juste faire de l'agriculture. On est vraiment dans des réflexions éthiques et différents enjeux. Il faut que ça aille plus loin. C'est ça. C'est très innovant. Donc, je suis très fière de ce partenariat-là aussi. Peut-être on va terminer bientôt. Le temps passe trop vite. Dans le conseil scolaire, qu'est-ce que vous avez mis sur pied là, pour qu'il y ait tant d'écoles qui soient impliquées? Parce qu'encore une fois, toi, tu ne peux pas être partout en même temps. Donc, qu'est-ce qui se passe dans vos écoles d'une manière plutôt systémique? En fait, comme je le disais, c'est l'ensemble de nos partenaires qui permet d'offrir des services à toutes les écoles de notre centre de services. Donc, d'avoir offert tous ces services-là à nos directions d'école et aussi de pouvoir réfléchir à l'approche. On fait de la sensibilisation, on fait de l'accompagnement de projets, on fait le rayonnement de ces projets-là. Pour que ça fonctionne, la direction générale du centre de services scolaires doit être dans le coup pour nous encourager, pour avoir confiance en ce qu'on met en place et y croire que c'est important de développer le réflexe entrepreneurial et pour les jeunes de participer à un projet entrepreneurial aussi petit soit-il, aussi modeste, que ça puisse se faire pour vivre cette expérience-là. Et c'est le cas au Découvreur. Non seulement on y croit, mais en plus, on octroie du temps à une conseillère pédagogique, moi, depuis 12 ans, qui est en poste, qui permet d'accompagner les projets entrepreneuriaux d'une façon continue et de bien comprendre le dossier d'une année à l'autre. Parce que le problème dans certains centres de services, c'est que souvent, c'est pas la même personne d'une année à l'autre qui s'occupe du dossier de l'entrepreneuriat. Exact. Puis elle n'a pas assez de temps pour faire du développement. Ça devient un petit dossier sur le côté et ça ne donne pas, en effet, de développement, malheureusement, parce que c'est vraiment intéressant quand tu dis la direction générale du centre de services scolaires doit être un leader là-dedans. Déjà là, c'est formidable parce que ça part d'en haut et il faut que ça parte de là. Ensuite, ça descend aux directions d'école, hein, par la voie directe. et les directions d'école étant sensibilisées, les enseignants qui sont prêts à embarquer peuvent le faire. Et c'est ça qui est formidable. C'est vraiment une approche systémique. C'est beaucoup plus intéressant de faire ça de cette façon-là que... je m'exprime mal, parce que l'enseignant qui est seul dans son école, puis qui y croit, puis qui le fait, c'est formidable. Hein? Mais
il reste seul ou il reste avec son petit groupe, mais il faut essayer d'aller plus loin, il faut sensibiliser les directions. Un facteur de motivation, c'est sûr que c'est le rayonnement puis la reconnaissance de nos intervenants scolaires qui s'impliquent dans des projets. Donc, moi, je travaille avec le service des communications du secrétariat général de mon centre de service pour le rayonnement de ces projets des intervenants scolaires. Et même cet automne, on fait un événement de réseautage et d'inspiration pour nos leaders pédagogiques. Donc, on les rassemble, ces gens-là, on reconnaît la valeur de ce qu'ils font, leurs compétences aussi là-dedans. Donc, c'est tout ça qui fait la différence également. Puis, en plus d'avoir plusieurs services d'accompagnement selon les besoins pour participer, par exemple, au défi Ose entreprendre, qui est un concours incontournable pour permettre aux jeunes de rayonner et aux intervenants d'aller chercher des subventions parce qu'au Québec, il y a la mesure 1511 qui est une mesure pour financer les projets entrepreneuriaux qui se vivent dans nos écoles. Alors, c'est des sous assez importants qu'on peut aller chercher là. Je ne veux pas parler de montant exactement parce que les règles budgétaires, justement, changent cet été, mais je pourrais dire que ça tourne autour de 500 $ pour un projet maximum qu'on peut aller chercher. C'est quand même beaucoup de sous, c'est ça qui nous manque. C'est beaucoup de sous, absolument. Oui, tout à fait. Parce qu'en général, les projets entrepreneuriaux, ce n'est pas très coûteux. Hein? Il n'y a pas de grosses sommes, ou souvent, on peut avoir de l'autofinancement, des choses comme celle-là, mais déjà, recevoir 500 $ du ministère de l'Éducation, c'est déjà formidable. Reconnaître, valoriser les intervenants, essentiels, il n'y a aucun doute là-dessus. Participer à des manifestations comme le concours Ose entreprendre, je pense que ça aussi, c'est très important. D'ailleurs, vous êtes très bien représenté, à ce que je sais, dans ce concours-là, qui est un concours national et qui est très, très, très reconnu depuis de très nombreuses années. Le défi Ose entreprendre, pour participer, en fait, tout le monde peut le faire. Il y a le volet scolaire, bien sûr. Il y a aussi le volet création d'entreprise pour des entrepreneurs qui ont une nouvelle entreprise. Au volet scolaire, pour être admissible, ça prend un projet qui est un produit, un service ou un événement qui répond à un besoin de la communauté, qui amène une valeur ajoutée, un projet vraiment réel qui va se réaliser d'ici la fin de l'année, où les élèves peuvent développer des qualités entrepreneuriales à travers le projet. C'est tout à fait la définition d'un projet entrepreneurial tel qu'on le conçoit. Ben, c'est formidable. Vraiment, c'est très, très intéressant tout ce qui se passe chez vous, tout ce que tu fais, Corinne. Vraiment, c'est passionnant. Peut-être on pourrait terminer sur une question un peu générale, mais qui peut amener à des réflexions. Est-ce qu'on change le monde dans les écoles? Bien sûr. Poser la question, c'est y répondre. En fait, je pense que former nos jeunes à être des citoyens engagés, c'est la meilleure façon de changer le monde, de faire un monde meilleur, de faire du bien autour de soi aussi. Je dis toujours que l'entrepreneuriat, c'est créer du bonheur. C'est ce que j'aime faire, donner. Puis l'entrepreneuriat, ça permet d'être généreux avec le monde autour de nous. Donc, moi, je pense que il faut changer le monde, il faut y croire, que ça soit des petits gestes à tous les jours. Je pense que même si parfois on a l'impression que c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'ensemble, on fait des vagues. Absolument, oui, c'est bien dit ça. J'adore créer du bonheur. L'entrepreneuriat, c'est créer du bonheur. C'est être généreux avec les autres. C'est formidable. C'est vraiment ce qu'on fait, ce qu'on veut faire dans les écoles. Hein. C'est comme ça qu'on change le monde. C'est une goutte d'eau à la fois. Alors, Corinne, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment passionnant. Je rappelle donc que mon invité était Corinne Germain, conseillère pédagogique au Centre de services des découvreurs. Un grand merci, Corinne. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est un plaisir partagé. Merci. Bonne journée. Au revoir. On a vu que le leadership des dirigeants des grandes organisations scolaires est essentiel dans l'instauration d'innovations pédagogiques, telles que la pédagogie entrepreneuriale consciente. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour sensibiliser vos instances aux projets pédagogiques qui vous passionnent?